a pas mal de fuites de données à droite, à gauche, justement, qui sortent. Plus récemment, là, hier ou ce matin, avec l'URSSAF aussi. Ouais, l'URSSAF, et c'était intéressant de pouvoir en parler, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en fait. Ouais, en fait, en ce moment, il y a beaucoup de fuites de données. PA, t'as raison, on a beaucoup entendu parler du ministère de l'Intérieur, ce matin même l'URSSAF. En réalité, des fuites de données, il y en a absolument tout le temps. Et il y a un site par lequel j'aimerais commencer pour vous faire prendre conscience de l'ampleur des dommages. C'est celui-ci, qui s'appelle bonjourlafuite.eu.org. Et c'est donc littéralement un mec qui répertorie, ça c'est juste aujourd'hui, voilà, qui répertorie toutes les fuites de données qui touchent de plus ou moins près des Français. Donc il y a Instagram, des fois c'est international, mais il y a quand même beaucoup de Français dans le tas. Il y a des trucs très très français, comme la Fédération française de tir, des trucs, voilà. Et on voit le nombre, ça remonte jusqu'à 2024, c'est assez impressionnant. Alors, à l'époque où j'ai écrit la chronique, il y a quelques jours, on en était à 18 fuites de données majeures, là, juste en 2026. Là, il y en a encore plus. Oui, en 2026. Ah, 2026 non, mais là, il y en a 4 par jour, hein, c'est lunaire. Donc, allez sur le site, vous allez péter votre crâne. Ça concerne énormément de Français, quoi, du coup, aussi, là, qui se font... Là, par exemple, dans celle depuis 2026, on a Relais Colis, on a Black Store, c'est une chaîne de boutiques de vêtements, on a Casino de Paris, Philharmonie de Paris, Easy Cash, Fédération française du LM, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les écoles d'assistantes dentaires. Enfin, ça ne s'arrête littéralement jamais. Alors, il y en a qui sont plus médiatisés que d'autres. Récemment, on en parlait, PA, le ministère de l'Intérieur. Mais c'est assez lunaire. Et tu me parlais des nombres de personnes. En fait, à chaque fois, lorsque c'est divulgué, lorsque c'est diffusé, on a effectivement le nombre de personnes qui sont touchées. Et ça se compte soit en dizaines de milliers, en centaines de milliers, voire en millions. Si on remonte vraiment très loin sur bonjourlafuite.eu.org, on retrouve parmi les plus grosses fuites de données qui ont eu lieu en France récemment, c'était en 2024. C'était Almeris et Viamedis, qui sont en gros deux systèmes qui gèrent les données, notamment des prestataires de santé en France, de la Sécu, etc. Voilà, c'est un peu obscur, mais en gros, ça bosse avec la Sécu à peu de choses près, le tiers payant. Eux deux ont été hackés en 2024. On se parle de 33 millions de comptes touchés. Donc un Français sur deux, à peu de choses près. Et pour préparer cette chronique, j'en ai parlé avec donc, des experts du domaine de la cybercriminalité qui... Bon, ils n'ont pas de chiffres exacts, mais sont assez confiants sur le fait qu'une écrasante majorité des Français a aujourd'hui, sur les 5-6 dernières années, vu ces données fuitées à un moment ou à un autre, si ce n'est la totalité de la population française. Mais quand c'est des trucs aussi énormes, tu vois, genre est-ce que c'est... j'imagine que ça demande quand même des moyens, etc. Est-ce que, je sais pas, c'est des puissances étrangères, genre, tu sais, qui nous attaquent, c'est que... Alors, en fait, on pourrait effectivement penser, il y a le cas classique, la Russie. Alors, faut pas du tout négliger les puissances étrangères et les ingérences étrangères. Hein. Là, les puissances avec lesquelles on peut avoir des rapports conflictuels, notamment les Russes, ça arrive, qui hackent. Mais là, entre autres... pas tant, finalement, c'est souvent des jeunes en réalité. Là, je parle, tu vois, dans les trucs qui ont fait beaucoup de bruit récemment, le ministère de l'Intérieur, c'est des documents classifiés notamment, ils ont arrêté un gars qui s'appelle Melvin et qui est de 2003 et qui est juste un mec qui voulait faire le hack de son côté. Il faut savoir que dans ce milieu de la cybercriminalité, il y a quand même beaucoup une question d'ego. Il y a un truc de palmarès, un peu de la course à l'échalote de qui va avoir le plus beau fait d'armes. Ça peut les motiver, mais c'est souvent des jeunes, hein, c'est pas tout le temps des grosses puissances et tout. Et le hack, c'est pas forcément non plus que de la capacité technique. C'est des fois juste être assez malin pour arnaquer quelqu'un au téléphone. C'est beaucoup de social engineering en vrai. Parfois, c'est social engineering. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, il y a eu des antécédents judiciaires et des fichiers de personnes recherchées. Enfin, c'est des trucs assez graves parfois qui fuitent. C'est pas que des numéros de téléphone, des adresses, etc. Bon voilà, je peux vous en citer d'autres. Hein. Dans les dernières années, pardon, on a eu SFR, Free, Bouygues, Chronopost, France Travail, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, la Fédération française de tir, Mime aussi, le concurrent principal de OnlyFans qui s'est fait hacker. Oh non. On va en reparler. Voilà, on va en reparler parce que mais ça qu'est-ce pousse. qui a été hacké là-dedans là Tu rigoles? Toutes tes informations. On va en reparler, mais dans la fuite de données, dans la base de données, il y avait des mails publics, tu sais, genre d'institutions publiques. Donc ça a poussé des gens un peu loin dans la paranoïa, ce qui est... Bon, ouais. Mais derrière, ils revendent quoi? C'est des ventes de bases de données? C'est pour servir d'arnaque? C'est pour... En fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec ces données. Effectivement, le truc auquel on pense le plus, c'est la revente. Mais ça peut aussi servir pour faire du chantage. J'en parlais avec Mime, par exemple, tu vois, donc ça a été en 2024. Il y avait plusieurs mails institutionnels qui ont été leakés, etc. Donc quand tu travailles, t'es maire ou un truc comme ça et qu'on se rend compte que Didier @mairie de je sais pas quoi sur Orge, en fait c'était utilisé pour un compte Mime, du coup tu dois un peu le justifier. Donc il y a pour faire du chantage, il y a du vol ou de l'arnaque. Il y a du vol ou de l'arnaque, typiquement la Fédération française, alors le vol ou l'arnaque, c'est encore autre chose, pardon. Le vol ou l'arnaque, c'est on a tes informations, on va t'appeler en se faisant passer pour ta banque, ton assureur, etc. Et on va être tellement précis sur ce qu'on a obtenu d'informations que toi. On va choper ta confiance là où tu dis ok, au début j'ai pas confiance et en fait on dit des trucs en mode mais si t'as fait un virement il y a 2 jours, je le vois et tout, et au bout d'un moment là je le vois sur le fichier, il me faut ci, il me faut ça, et maintenant les banques sont obligées de te enfin en tout cas moi j'ai vu avec ma banque qui nous disait peu importe ce qu'on va faire sur votre compte, faut que vous veniez en agence. Il y a plus de trucs de mail de je sais pas quoi nanani, même le téléphone.
Ou tu le fais Sinon, via tu ton rappelles. application. En fait, il y a aussi un truc, c'est que tu les rappelles pour que ce soit toi l'acteur de la démarche. Donc, il y a effectivement le vol ou de l'arnaque, il y a du vol ou de l'arnaque, pardon, il y a du chantage, il y a du phishing aussi, des mails personnalisés, pareil, de la même manière que tu reçois avec des liens frauduleux. Il y a de l'arnaque aux souscriptions. Une fois qu'on a ton identité, on peut t'inscrire à tout un tas de trucs pour tout un tas de raisons plus ou moins malhonnêtes. Il y a aussi un truc, ça peut être des cambriolages ou des braquages. Je pense notamment à la Fédération française de tir qui s'est fait hacker plusieurs fois. Il y a eu des cas de gens dont on savait qu'ils avaient des armes chez eux puisqu'ils étaient inscrits à la Fédération française de tir, qui se sont fait cambrioler quand ils n'étaient pas là pour que des armes sortent des radars. Des gens qui allaient se fournir des armes chez des gens de la fédération. Enfin, tu vois, ce genre de truc auquel on peut pousser. Aujourd'hui, ce qui est assez ouf, c'est que c'est même plus forcément le darknet, en fait, sur lesquels toutes ces informations se vendent. En réalité, une des marketplaces principales pour vendre ces données, c'est Telegram. Donc maintenant, ça se vend sur Telegram. Vous avez des groupes dédiés où il y a des gamins qui vont arriver et dire « Salut les gars, j'ai la base de données de l'URSSAF. Combien de crypto, combien de bitcoin vous m'offrez pour que je vous offre ça ?» Et niveau gouvernement, institution, etc. Alors, est-ce qu'ils mettent des trucs en place? On est protégé ou on est... En fait, on soit vaste, je crois. Protégé un peu quand même. En fait, c'est un problème de cybersécurité déjà de base. Alors, en fait, c'est ça. Avant juste de parler de ce que fait le gouvernement, parce que c'est compliqué, en fait, j'aimerais juste passer sur comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça aujourd'hui, ce qui est un truc assez ouf. Avec les experts avec qui j'en ai parlé, on a identifié 6 raisons principales que j'ai là, qui font qu'aujourd'hui, ça se fait hacker dans tous les sens. La première raison, c'est la dette technologique. Ce que j'entends par dette technologique, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des systèmes qui ne sont pas à jour. On a identifié des failles qu'on connaît depuis 5, 10, 15 ans, mais par flemme, par manque de budget, etc. C'est pas identifié. La plus criarde à laquelle on puisse penser, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps, c'était les systèmes de sécurité du Louvre qui étaient modifiés, qui étaient protégés par un mot de passe qui était Louvre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... Il y a pas mal de lettres. Donc c'est... Et mais tu dis, plus c'est con, plus... Peut-être le mec, il dit, mais ils ont jamais mis l'outil. Avant, c'était 000, ils se sont dit, non, on va renforcer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la dette technologique. En gros, des gens qui n'ont pas mis à jour, qui ont eu la flemme, qui pour tout un tas de raisons n'ont pas avancé. Et il y a plein d'entreprises, même dans le secteur public, qui traînent une dette technologique de trucs qu'on connaît, mais juste ils le font pas. L'autre truc, c'est l'utilisation massive de frameworks. En gros, à une époque, quand vous codiez un logiciel, un site, etc., vous faisiez tout de A à Z. Aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs qui vont aller piocher des bouts de code à droite à gauche pour aller plus vite, parce que ça a été donné sur tel site, GitHub, Reddit, ce que vous voulez. Il y a des bouts de code qui traînent sur Internet qui facilitent le développement. Or, parfois, il y a ces bouts de code dans lesquels des cybercriminels vont trouver des failles. Donc, en fait, il suffit qu'ils trouvent la faille d'un bout de code qui a été utilisé par des milliers de développeurs, et en fait, ils font péter tout un tas de trucs à la fois. Plus pernicieux, il y a parfois des cybercriminels qui volontairement vont mettre en ligne des bouts de code qui peuvent être pratiques dans la création de logiciels, etc., qui savent, avec une backdoor, pour la déclencher 1 ou 2 ans plus tard et faire péter tous ceux qui l'ont utilisé dans leur... Donc il y a ça. Il y a ce qu'on appelle aussi la conception, ce qu'on a défini comme la conception de logiciels décloisonnés. L'exemple que j'avais avec les professionnels que j'ai eu, c'est par exemple un médecin qui va utiliser un logiciel qui va lui donner accès à des milliers de comptes de patients par heure, donc vraiment toute l'information est accessible. Il y a beaucoup de logiciels, là je prends le cas de la médecine parce qu'il est grave, où à la conception, on ne pense pas à cloisonner la manière dont les gens vont pouvoir avoir accès aux infos. Ce qui fait que par exemple, demain, je hack le médecin en question. En fait, je vais pouvoir traiter et récupérer plus de données que même lui pourrait traiter humainement parlant. Donc en fait, il faut penser à cloisonner les logiciels. Et aujourd'hui, il y en a plein qui ne sont pas pensés avec ça à leur cœur. Ce qui fait qu'en fait, tu ouvres la porte et tu as accès à la mine d'or sans barrière supplémentaire. Ça en fait 3. 4e, la multiplication des API. Aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à tout et n'importe quoi, avec Google, avec Apple, avec Facebook, Twitch, etc. avec tout ce que tu veux. Voilà. Il y a un exemple, c'est qu'en gros, du coup, les logiciels sont obligés de sécuriser toutes les portes d'entrée, parce qu'il y a beaucoup plus de portes d'entrée à leur service qu'il y en avait avant. Un exemple qui est très parlant, il existe de plus en plus d'applications qui permettent d'agréger à un même endroit tout ton patrimoine immobilier, bancaire, etc. Tu connectes toutes tes banques, tu connectes tes machins. Cette appli saute, toutes tes banques sautent avec, où il suffit parfois, ça peut être même plus pernicieux, il suffit que tu réussisses à passer par une banque, que tu accèdes du coup, en passant par une banque, à l'application qui agrège tout ça, et en fait, tu peux potentiellement faire une toile d'araignée comme ça infini. Donc, en gros, la multiplication des API, c'est aussi un problème qui fait qu'il y a de plus en plus de portes d'entrée pour hacker des services. 4e point, le manque de sensibilisation à l'hygiène. 5e, pardon. T'inquiète. Non, mais t'as raison. Non, il est très nature. On va pas me le faire. On l'a déjà fait le 4. 5e point sur les 6, le manque de sensibilisation à ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Les gens ne sont pas au courant. On peut encore les brain en disant des conneries au téléphone avec un peu d'aplomb. Il y a un vrai problème dans le monde professionnel. Les gens font pas attention parce qu'ils se disent que ça arrivera qu'aux autres. Et on finit par se faire avoir. Mais tu sais, ça en devient... en fait, c'est tellement... je sais pas si vous continuez, vous, j'imagine, de recevoir 10 000 appels par jour, trucs de merde. Mais moi, à tel point, c'est qu'une fois, ma femme reçoit un coup de fil à la maison et c'était les agents. Bonjour, c'est le fisc.
Et j'étais en mode, ils sont cons, le fisc, allez, raccroche-leur à la gueule. Non, c'était pour de vrai. Non, c'est pour dire, des fois, il faut quand même, faut avoir des petites C'est dur, hein, de savoir. T'es obligé d'être lundi, patient. ouais, mais c'est ça, c'était en contrôle. Ils sont lundi à 14h, on sera là. Et j'ai dit, je vous crois. Et à 14h, ils étaient là. J'ai dit, putain, il est bien fait ce scam. C'est hallucinant, quoi. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, quoi. Mais du coup, on est de plus en plus méfiants. Même moi, ça m'arrive de recevoir des appels de La Poste et compagnie. Et je suis en mode, oui, c'est ça. Alors que c'est vraiment, c'est un vrai problème. Non, mais moi, Mais des fois, je ne réponds pas. Moi, les numéros que je connais pas, je réponds Moi, je pas. pars du principe exactement. Si c'est important, ils laisseront un message. Exactement. Et tous ces numéros ne laissent pas de message. Exactement. Donc, et Moi, puis- je ne réponds à aucun appel de numéro. Et puis j'y suis, mais du coup le 6e dernier point, il va paraître évident, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle. Et pour des trucs aussi débiles que littéralement à une époque les mails de phishing étaient remplis de fautes parce que c'était fait à l'arrache ou par des traducteurs automatiques. Aujourd'hui ChatGPT te fait un truc nickel chrome, il n'y a plus une faute, c'est rédigé de manière protocolaire. Donc de trucs aussi stupides que juste bien rédiger des mails, que faire des deepfakes, ça on en entend parler, donc réussir à imiter le visage et la voix de personne, que faire du purement technique, à savoir te faciliter la création de hacks dans le code pur, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des requêtes que ChatGPT, Perplexity et consorts n'accepteront pas dès qu'il est question de porno, dès qu'il est question de terrorisme, etc. Mais il y a toujours un moyen, malheureusement encore, c'est pas assez sécurisé, d'en faisant un contexte dans un jeu vidéo de machin, en détournant un peu, d'arriver à lui faire. Et aujourd'hui, il y a des systèmes, des LLM, qui permettent de créer du code malveillant, et donc les barrières à l'entrée, en fait, pour faire de la cybercriminalité tombent. Donc pour revenir à ce que tu disais, une fois qu'on a fait un peu l'état des lieux, qu'est-ce que fait le gouvernement aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses. Depuis 2018 déjà, vous le savez, il y a la loi RGPD qui est normalement en vigueur. Donc normalement, une entreprise, quand elle déjà est au courant qu'elle s'est fait hacker, elle doit le déclarer dans les 72 heures qui suivent. Pour que justement les services puissent se mettre en place, etc. Et puis que les clients soient prévenus. Il y a quelques entreprises qui, jusqu'ici, évitaient de le dire parce que pour leur image, c'est catastrophique. Mais bon, il le faut pour les clients derrière. Donc normalement, voilà, il y a ça. Et puis la fameuse la CNIL et l'ANSSI, ce sont deux institutions. Je ne vais pas rentrer dans le détail des noms et de à qui elles appartiennent, etc. Public, pas public, bon bref. Mais en gros, l'ANSSI et la CNIL, ce sont deux services, enfin deux institutions qui normalement mènent régulièrement des audits auprès d'entreprises pour vérifier que vos données sont bien protégées chez eux. En gros, typiquement, la CNIL, elle va aller voir un médecin, on reprend le cas du médecin, et elle va se rendre compte que tous les fichiers patients sont juste sur un Dropbox random, la CNIL va sanctionner. D'ailleurs, dans ce cadre-là, la CNIL, il n'y a pas très longtemps, est passée sur le cas de Free, et je crois que Free s'est mangé une amende de 42 millions d'euros parce qu'ils avaient estimé que les données clients n'étaient pas suffisamment bien protégées. Bon, Xavier Niel a dit je suis pas d'accord et tout, mais en tout cas, voilà, c'est le travail de la CNIL et de l'ANSSI que d'aller vérifier que vos données sont bien protégées. Alors après, comme beaucoup d'institutions, ils manquent de moyens, ils peuvent pas être partout, mais ils font ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'il y a des moyens pour des trucs, pour peut-être les gens qui ont aucune protection et tout, des petits conseils ? Et c'est un peu là où ça devient triste, c'est qu'il n'y en a pas des masses, à part changer régulièrement ses mots de passe. C'est un peu le peu qu'on peut faire, et encore, quand il y a une fuite de données, un gestionnaire quoi, de mot de passe. Alors, un gestionnaire de mots de passe, ça peut être pratique, mais quand il y a une fuite de données, en vrai, que vous ayez un mot de passe ou pas, c'est le serveur direct qui est attaqué, donc c'est compliqué. Non, après, en vrai, juste, il vaut mieux savoir si jamais il y a quelque chose qui a fuité sur nous pour pas être surpris. Et là, il y a un site qui est très connu qui s'appelle Have I Been Pwned, donc en anglais, mais je suis fait avoir, mais je suis fait prendre, dans lequel vous mettez votre adresse email et ça va vous dire toutes les fuites de données dans lesquelles on a trouvé votre adresse email. Voilà, vous mettez votre mail et on va vous dire OK, on a trouvé votre mail dans telle et telle fuite de données. Comme ça, si demain on vous appelle et qu'on essaie de vous arnaquer avec des informations très précises, à minima, vous saurez d'où ça vient. Puis soyez méfiants même au niveau des mails, etc. Soyez juste méfiants aux appels. On vous appelle, on vous dit oui, donnez-moi le code que vous avez reçu, etc. Ah oui, ça, cliquez pas sur des petits liens. Et même pour les mails, il y machins. en a énormément où tu peux te faire arnaquer. Il y a Ava qui est dans le chat et qui disait aussi double authentification, mais c'est vrai que ça, c'est les trucs où on essaye de pouvoir mettre des. Mais même avec double authentification, les mecs sont tellement. On parlait de social engineering, justement, les mecs arrivent à. Petit fun fact, j'en parlais avec les gars et après, je pense qu'il y a Pierre qui va arriver, mais. Aujourd'hui, la double authentification, c'est très important parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est du brute forcing. En gros, c'est littéralement juste un algorithme qui va tenter toutes les combinaisons de mots de passe possibles. Aujourd'hui, une carte graphique, pour ceux qui connaissent dans le chat, une 4070, donc une des dernières générations de Nvidia, ça a réussi à tester l'intégralité des combinaisons de 8 caractères en 20 minutes. Arrête. C'est 45 milliards de combinaisons par seconde, un truc comme ça, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est énorme. 20 minutes par seconde, à 20 minutes pour toutes les combinaisons. Un peu long. Peut mieux faire. Voilà, peut mieux faire. Donc le brute forcing existe encore, donc mettez plus des mots de passe plus longs et mettez de la double authentification. Bah non, mais merci Simon, parce que c'est vrai que c'est des sujets dont on voit beaucoup, mais il y a des gens qui sont plus ou moins au courant, donc au moins de pouvoir se renseigner, et merci beaucoup. Simon, il est venu, il nous a fait un shot. Il nous a fait un petit shot de... J'ai pris mes 6 points dans la gueule là. Ils m'ont régalé. T'as tout ce qu'il faut, ce qui est important de savoir en tout cas.